Merci, Monsieur le Président. Donc, le 10 juin, la présidente de la Commission a cité Pékin directement comme une source de désinformation sur les sujets liés au coronavirus. Donc il semble qu'au niveau de l'Union européenne, c'est vraiment la première fois. On avait l'habitude effectivement d'entendre parler de la Russie dans ce domaine. Je voudrais savoir, est-ce que lors du Conseil européen, vous allez reprendre, revenir sur cette question-là, qui est une préoccupation qui émerge pour beaucoup de pays européens, c'est justement l'action de la Chine, et on a eu à subir, nous, comme parlementaires, des agressions venant du site de l'ambassade de Chine en France, l'ambassadeur lui-même, donc qui a eu des positions très dures à notre endroit, et je n'ai pas vu que nous ayons obtenu que ceci soit modifié sur le site ou qu'ils y soient revenus. Donc c'est toujours sur leur site. Donc je voudrais savoir si lors du Conseil européen, ce sujet va être évoqué. Dans quelques jours, ça va faire 4 ans donc, que le référendum sur le Brexit s'est tenu au Royaume-Uni, et comme l'a dit le président Bizet, on peut comprendre de ce fait une forme de lassitude au bout d'un moment pour notre négociateur. Mais vous avez ouvertement jugé dans un quotidien allemand qu'il fallait se préparer par précaution à l'échec des pourparlers. Je voudrais savoir ce que vous entendez par là et que veut dire dans votre esprit se préparer à l'échec pour les citoyens et pour les entreprises. Depuis le début du référendum, quand le référendum a eu lieu et pendant la campagne, j'avais dit que je ne comprenais pas comment cela pouvait se passer pour éviter le retour d'une frontière en Irlande. Et nous sommes à quelques jours, je pense, de ce qui pourrait être la décision qu'on n'ira pas au-delà du 31 décembre. Et je voudrais savoir où est-ce qu'on en est de la mise en œuvre du protocole nord-irlandais à ce jour. Voilà, le 6 mai 2020, donc, s'est tenu le sommet virtuel de Zagreb, au cours duquel a été confirmée sans équivoque la perspective européenne pour les pays des Balkans occidentaux, qui semblent de nouveau entrer dans la voie de l'adhésion, mais par la voix du président de la République a été évoquée la nécessité de réformer au préalable le fonctionnement des institutions européennes avant d'envisager une ouverture à de nouveaux membres. Et Paris donc a exigé un nouveau mécanisme de négociation, qu'il soit mis en place afin de remplacer le système actuel jugé trop bureaucratique. Combien de temps, d'après vous, prendra la réforme de l'Union européenne? Est-ce que la France a fixé un objectif en termes de temps pour cette réforme? Parce que, en fait, pour nous qui sommes, comme vous le savez, parlementaires, nous nous adressons à des vrais gens. Et donc, c'est ce que disait Jean Monnet, l'Union européenne, ce n'est pas de coaliser les États, c'est d'unir des hommes. Et donc, je voudrais savoir ce que je dois répondre aux gens qui me posent la question, puisque les Serbes, par exemple, attendent depuis 10 ans. Pour eux, je leur dis, c'est quand la perspective maintenant? Je vous remercie. Monsieur le sénateur Cadic. Alors, sur la désinformation, je pense qu'il y a, vous le sentez, vous le voyez, un consensus croissant entre les 27 sur l'importance de renforcer nos outils face à la désinformation, d'où qu'elle provienne. Et les institutions européennes, vous l'avez vu, sont tout à fait explicites sur la provenance de la désinformation. On le voit que c'est d'autant plus important dans une période comme aujourd'hui où nous avons potentiellement des impacts sur la santé et sur la santé publique de cette désinformation. Et donc, effectivement, hier, la Commission européenne a publié des propositions pour renforcer l'action européenne dans ce domaine. Cela lui avait été demandé par les chefs d'État et de gouvernement le 20 mars dernier. La France, vous le savez, soutient pleinement ces efforts. D'ailleurs, le président avait proposé que nous créions une agence européenne de la démocratie avec l'objectif affiché de nous protéger contre les ingérences extérieures dans les processus politiques ou dans des périodes de crise, comme nous le voyons aujourd'hui. Vous savez aussi qu'on est extrêmement mobilisé au Parlement européen sur notamment le contenu sur les réseaux sociaux, notamment terroristes. Et donc, il nous semble être extrêmement important que dans une époque de réseaux sociaux parfois envahissants, nous puissions ne pas mettre en danger la vie des citoyens. Quant à la Chine, je tiens à le dire ici, vous le savez, l'ambassadeur a été plusieurs fois convoqué par Jean-Yves Le Drian pour apporter des clarifications. Et donc, je pense que notre vigilance est très grande, là aussi, sur le rôle de chacun dans une démocratie et ce que chacun donc, est amené à tenir comme position. Qu'est-ce que ça veut dire se préparer à l'échec des pourparlers?
Ça veut dire que je crois que vous en êtes bien conscient ici, puisque encore la semaine dernière, j'étais devant vous, dans l'hémicycle, à présenter une demande d'habilitation dans le cadre d'un projet de loi qui a donc été adopté finalement en CMP la semaine dernière, pour traiter tous les sujets qui sont non couverts par l'accord de retrait, qui serait le seul accord liant l'Union européenne et le Royaume-Uni en cas de non-accord commercial. Vous l'avez vu, on a parlé de sujets liés à la circulation des personnes et des marchandises, avec le tunnel sous la Manche, on a parlé des droits des citoyens, on a parlé de la protection des assurés et des épargnants. Voilà le type de choses. Ensuite, je tiens aussi à le dire, et j'ai la chance et l'opportunité de vous le redire, même si nous avons un accord commercial, la situation pour les entreprises ne sera pas la même qu'aujourd'hui. Et elle sera a fortiori encore plus différente si nous n'avons pas d'accord commercial. Mais je rappelle, un accord commercial sans tarif, sans quota, ce qui est l'objectif poursuivi par les Britanniques, ce n'est pas une situation sans contrôle. Ensuite, la nature des contrôles, leur intensité, la manière de les effectuer dépend de l'accord commercial. Mais je pense qu'il est extrêmement important que nous fassions bien comprendre aux entreprises que même si nous avons un accord, la situation sera différente d'aujourd'hui, notamment sur les procédures de contrôle aux frontières. On travaille à la plus grande fluidité par définition, mais quand on sort du marché intérieur, eh ben, il y a des contrôles. Ensuite, la nature, la fréquence dépendra de l'accord commercial qu'on trouvera. Plus largement, vous m'avez interrogé sur le protocole nord-irlandais. Je crois que Michel Barnier le dit, le redit, la France est en plein soutien sur le sujet. Nous ne pouvons pas imaginer de signer de nouveaux accords si les accords précédents ne sont pas pleinement appliqués. Le protocole nord-irlandais concerne les marchandises, concerne les aides d'État, concerne la politique agricole. Il y a énormément de choses à la fois précises et techniques. Il y a des questions aussi de capacité de la Commission et des Européens à pouvoir observer sur le terrain que les engagements pris sont tenus. Et donc, nous sommes extrêmement attentifs. Mais je veux aussi rappeler, je sais que c'est une préoccupation que vous avez ici très fortement, que nous avons la même vigilance sur la partie qui concerne les droits des citoyens européens au Royaume-Uni et bien sûr les citoyens britanniques en France. Les engagements pris sont de l'ordre du droit international. C'est un traité qui engage chacun. Et donc, vous imaginez bien que signer un accord commercial, ça demande de la confiance. Et donc, la confiance, ça se gagne. Et donc, ça se gagne avec des actes concrets. Et donc, notre vigilance sur ce sujet est très claire. Sur l'élargissement, et je rejoins aussi la question du sénateur Lecomte, bon, l'élargissement, c'est quand? Ça dépend des pays qui sont engagés dans ce processus. Les choses sont, par la nouvelle méthodologie et par la méthodologie qui, en fait, a été celle jusqu'à maintenant, mais qui est d'autant plus clarifiée maintenant que nous avons posé un nouveau cadre sur la table, un pays qui fait des réformes et qui les fait vite a effectivement accès à des politiques européennes de manière plus rapide. Il y a 13 milliards d'euros pour l'instrument de préadhésion dans le budget européen. Je pense qu'avec 13 milliards d'euros sur la période qui vient et vu les enjeux, on a de quoi financer beaucoup de choses. Beaucoup de choses utiles, pratiques, visibles. Et donc, on a bien sûr, ça c'est dans le CFP, on a également des outils budgétaires à notre disposition nombreux. Vous l'avez vu d'ailleurs pendant cette crise sanitaire, on a pu mobiliser beaucoup de choses, notamment pour les Balkans occidentaux en soutien, à la fois logistique, pratique, budgétaire. Donc, l'élargissement, c'est quand? Ça dépend, pas de moi, ça dépend du rythme de réforme sur le terrain et donc de l'engagement concret à la fois des populations, de leur gouvernement, dans cette convergence qui ne peut pas qu'être une convergence juridique. La convergence, ça se construit dans tous les domaines, économiques, universitaires, bien sûr d'état de droit. Et donc, il y a de notre côté un plein engagement à jouer le jeu de manière extrêmement ouverte et claire. Et donc, c'est un match qu'on joue à deux. Et donc, voilà, c'est comme ça que je pense qu'il faut qu'on aborde les choses.